Quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, on pourrait croire que créer une marque cosmétique est devenu presque banal. Chaque semaine, de nouvelles marques apparaissent, portées par des entrepreneurs, des influenceurs ou simplement par des passionnés de beauté qui veulent transformer une idée en produit réel. Alors la question mérite d'être posée clairement. Lancer une marque cosmétique en 2026, est-ce réellement une bonne idée? La réponse courte est oui, mais pas pour les raisons que l'on croit. Et surtout, pas dans les mêmes conditions qu'il y a 10 ou 15 ans. Pour répondre sérieusement à cette question, il faut regarder plusieurs dimensions. L'état du marché, la structure économique d'une marque, l'évolution de la réglementation, sans oublier les tendances à venir. Commençons par un fait simple. Le marché cosmétique mondial est l'un des plus grands marchés de consommation au monde et il continue de croître. Certaines projections estiment que le secteur pourrait dépasser 800 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Porté par une croissance de la skincare, par l'augmentation du pouvoir d'achat dans certaines régions du monde et par l'évolution des habitudes de consommation. Mais ce qui rend ce marché particulièrement intéressant, c'est sa résilience face aux crises économiques. Les économistes parlent souvent d'un phénomène appelé « the lipstick effect », l'effet rouge à lèvres. L'idée est que lorsque les budgets se resserrent, les consommateurs réduisent leurs dépenses importantes. Voyages, luxe, mode, mais continuent d'acheter de petites indulgences accessibles, comme des produits de beauté. On l'a observé lors de plusieurs événements récents. Par exemple, pendant la crise financière mondiale de 2008, alors que de nombreux secteurs de consommation ralentissaient fortement, plusieurs grandes entreprises de beauté ont continué à enregistrer une croissance. Le groupe L'Oréal, par exemple, a annoncé une progression de ses ventes d'environ 5% en 2008, malgré la récession mondiale. Le phénomène s'est également observé en 2020 pendant le Covid, qui a pourtant provoqué l'une des plus fortes contractions économiques des dernières décennies. Si le maquillage a temporairement ralenti à cause des confinements, la skincare et les produits de soins personnels ont connu une forte croissance. Et ce n'est pas un hasard, le Covid a réactivé des réflexes d'hygiène très forts, avec des gestes répétés comme le lavage des mains qui se sont progressivement étendus à d'autres zones, notamment le visage, avec une attention accrue portée au nettoyage et aux soins de la peau. En parallèle, le temps passé à domicile a joué un rôle clé. Les consommateurs ont enfin eu le temps d'adopter des routines plus complètes, parfois plus contraignantes, qu'ils n'auraient pas intégrées dans un rythme de vie normal. Et ce mouvement a été renforcé par un autre phénomène, l'augmentation des visioconférences. Les consommateurs se sont retrouvés face à leur propre visage plusieurs heures par jour, ce qui a accentué l'attention portée à la qualité de leur peau. Et ces tendances continuent aujourd'hui. Même dans un contexte économique incertain, marqué par l'inflation et les tensions géopolitiques, la majorité des consommateurs continuent d'acheter des produits de beauté, quitte à réduire certaines dépenses plus importantes. Autrement dit, la cosmétique n'est pas un marché fragile. C'est un secteur profondément ancré dans les habitudes de consommation. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la réussite est facile. Si le marché est solide, il est aussi beaucoup plus compétitif qu'il ne l'était il y a 20 ans. Plusieurs évolutions ont réduit les barrières à l'entrée. Les laboratoires qui proposent des services clés en main avec des quantités minimales de plus en plus petites, les plateformes e-commerce qui permettent de vendre plus facilement, Amazon, Sephora, Douglas, Cult Beauty, Notino et beaucoup d'autres, les réseaux sociaux qui offrent une visibilité potentielle à toute marque. Résultat, le nombre de marques a explosé. Aujourd'hui, presque chaque niche possède ses propres acteurs, de la skincare minimaliste à la cosmétique naturelle, en passant par la dermocosmétique scientifique, les marques inspirées des traditions culturelles ou encore celles créées par des célébrités ou des influenceurs. Pour le consommateur, le choix est immense. Et lorsque l'offre devient abondante, une chose se produit, l'attention devient la ressource la plus rare. Cela signifie que la difficulté aujourd'hui n'est pas simplement de créer un produit, mais de créer une marque qui mérite d'exister dans l'esprit des consommateurs. L'une des principales raisons pour lesquelles la cosmétique attire autant d'entrepreneurs, c'est son potentiel de rentabilité. Dans ce secteur, la différence entre le coût de production et le prix de vente est énorme. Un produit cosmétique peut parfois coûter 3, 5 ou 10 euros à produire et être vendu 20, 30, voire 60 euros ou plus. Et c'est précisément ce qui distingue la cosmétique des autres secteurs. Dans l'industrie agroalimentaire par exemple, la marge brute moyenne est autour de 15 à 30%. Dans l'industrie textile, c'est entre 30 et 60%, parfois plus pour les marques premium.
En revanche, dans la cosmétique, une marque bien structurée peut viser des marges brutes de 60 à 80% et plus. Cette rentabilité s'explique en partie par la structure des coûts dans la cosmétique. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, le coût des ingrédients utilisés dans une formule reste généralement assez faible, même lorsqu'il s'agit d'actifs réputés très efficaces. Des ingrédients très populaires comme la niacinamide, utilisée pour améliorer l'éclat et réduire les imperfections, ou la glycérine, l'un des meilleurs agents hydratants, ou encore le panthénol, connu pour ses propriétés réparatrices et apaisantes, ce sont des matières premières relativement accessibles, dont le prix ne dépasse pas 30 € le kilo. Même des actifs très valorisés dans la communication, comme l'acide hyaluronique, souvent présenté comme un ingrédient premium pour l'hydratation, sont en réalité utilisés à des concentrations très faibles dans les formules, souvent entre 0,1 et 1%. Ça signifie que leur impact réel sur le coût de production d'un produit reste assez limité. À ça s'ajoute le coût du packaging qui peut lui aussi rester relativement modéré lorsque la production se fait à quelques milliers d'unités. Par exemple, un pot en plastique coûte environ entre 30 centimes et 1 €. Un flacon en plastique avec une pompe, ça va de 40 centimes à 1,50 €. Un flacon en verre avec pipette, entre 50 centimes et 2 €, et un packaging plus premium avec décoration ou définition particulière peut atteindre 3 à 4 €. Autrement dit, dans beaucoup de cas, le coût combiné de la formule et du packaging, c'est-à-dire le contenu et le contenant, reste relativement bas, entre 4 et 6 € en moyenne, et il est vendu à 30, 40 ou 50 €, soit tout simplement du x10. Donc c'est précisément pour ça que la marge brute en cosmétique est plutôt confortable. Et ce niveau de marge se maintient avec le temps. Parce que les marques ne peuvent pas baisser leur prix indéfiniment. Un prix trop bas décrédibilise immédiatement le produit. Dans l'esprit du consommateur, low cost égale qualité douteuse. Et en cosmétique, c'est encore plus vrai. Parce qu'on parle de peau, de cheveux, donc de quelque chose de très précieux. Mais attention, cet écart, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce n'est pas de l'argent que tu mets dans ta poche. C'est une marge qui doit financer tout le reste. Le marketing en priorité, la publicité pour amener du trafic et des clients, la création de contenu, la logistique, les frais de transaction, les éventuels retours et bien sûr ta propre structure. Mais c'est justement là que ce secteur est intéressant. Cette marge dont on parlait te laisse de la place pour absorber ses coûts et structurer ton projet correctement. Et si tu sais l'utiliser intelligemment, en réinvestissant dans les bons leviers, comme le design produit, les partenariats, les salons professionnels ou les relations presse, elle peut devenir un accélérateur très puissant pour faire décoller ta marque rapidement. Autre aspect important du secteur cosmétique, l'évolution constante de la réglementation. Au cours des dernières années, les autorités ont renforcé plusieurs aspects. La transparence sur les ingrédients, la sécurité des formulations comme l'interdiction récemment des PFAS, un ingrédient encore très présent dans beaucoup de formules pour ses propriétés d'être soluble dans l'eau et dans les graisses. Et puis, la réglementation contrôle aussi de très près les preuves scientifiques derrière les allégations marketing. Les marques doivent aujourd'hui être capables de démontrer la sécurité de leurs formules, la conformité de leurs étiquetages et même la véracité de leurs promesses marketing. Par exemple, les autorités européennes et d'autres régulateurs dans le monde ont renforcé leur attention sur les allégations naturelles et clean et sur les communications jugées trompeuses, comme c'était le cas en octobre 2025 pour l'influenceuse Maeva Genam, qui a été condamnée à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende pour publicité trompeuse sur des produits cosmétiques amincissants et d'autres qu'elle a promus auprès de millions de followers sans transparence. Cela peut sembler contraignant, mais en réalité, cela crée aussi une barrière à l'entrée pour les projets mal structurés. Et dans un marché de plus en plus exigeant, ces barrières peuvent devenir un véritable avantage pour les marques sérieuses. Pour savoir si lancer une marque cosmétique aujourd'hui est une bonne idée, il faut aussi regarder l'évolution probable du marché dans les prochaines années. Et plusieurs tendances solides se dessinent déjà. La première transformation, c'est la convergence entre science et transparence. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus croire une marque, ils veulent comprendre. L'explication des actifs, les concentrations, les résultats réels, c'est ce qui a permis à des marques comme The Ordinary, Paula's Choice ou encore The Inkey List de s'imposer très rapidement. Leur point commun, des formules lisibles, des actifs clairement expliqués et un discours pédagogique. Autrement dit, aujourd'hui, une marque qui ne sait pas expliquer ce qu'elle fait, elle perd en crédibilité.
Deuxième transformation, la fin des routines à rallonge. Pendant des années, certaines marques ont poussé les routines très longues, inspirées notamment de la Korean Beauty, avec parfois 8, 10, voire plus d'étapes. Mais aujourd'hui, ce modèle s'essouffle. Pourquoi? Parce qu'il est coûteux, contraignant et difficile à maintenir dans la durée. Les consommateurs reviennent à des routines plus simples, plus ciblées, à l'image du sérum à la mucine d'escargot de Cosrx, qui fait office d'exfoliant, d'apaisant et aide à la régénération cutanée. Produit qui a été vendu à plus de 800 000 unités. Ou comme le Boom Boom Milk de la marque Violette FR, qui combine à la fois toner, sérum et hydratant dans une seule et même formule. Troisième transformation, la montée de la communauté. Aujourd'hui, une marque ne se construit plus uniquement en parlant, elle se construit en échangeant. Ça veut dire répondre aux commentaires, intégrer les retours clients dans le développement produit, tester des idées avec sa communauté avant de lancer, montrer les coulisses. Aujourd'hui, une grande partie des décisions d'achat se fait sur la confiance et cette confiance se construit dans l'échange, pas dans la publicité uniquement. Alors lancer une marque cosmétique en 2026, est-ce une bonne idée? La réponse est oui, mais seulement si tu comprends vraiment dans quoi tu t'engages. Parce qu'aujourd'hui, la cosmétique est à la fois un secteur exigeant, mais aussi l'un des plus passionnants. C'est un domaine où se rencontrent la science, la créativité, le design et la compréhension fine de l'être humain. Tu ne construis pas juste un produit, tu construis une expérience, une perception, une relation. Et pour ceux qui savent s'y prendre, les opportunités sont réelles. La rentabilité est là, les outils sont accessibles et les règles du jeu sont plus claires que jamais. Maintenant qu'on a répondu à cette question, il reste une autre question tout aussi importante à poser. Quelles sont les erreurs qui font échouer la majorité des projets cosmétiques pour les éviter? Et ça, c'est exactement le sujet qu'on va aborder dans le prochain épisode.